Alors non, je voulais quand même débuter par un petit propos introductif parce que moi je ne connaissais pas la PSG. Je voulais remercier Monsieur Darocha d'avoir fait le lien par d'autres personnes intermédiaires et c'est pour moi finalement assez important de communiquer devant justement des professeurs d'histoire-géographie puisque on est actuellement dans une période de diffusion un peu de nos connaissances et ça fait plus de 10 ans que je suis en train de faire des recherches sur le sport pendant la Première Guerre mondiale. Et justement, j'apprécie le fait de pouvoir à un moment donné maintenant diffuser le savoir parce que vous avez tous une expérience avec les archives et quand on est ancré dans ces archives, à un moment donné, on se dit que ça serait bien de pouvoir les partager. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis enseignant d'histoire au sein des STAPS. Et l'histoire ne fait pas partie de la pensée justement des étudiants qui sont à la fac des sports. Donc je comprends votre rapport avec l'histoire et les élèves. Et je pense que justement, c'était un petit peu la commande de la PSG. C'était finalement de se dire il faut pouvoir donner des billes et puis pouvoir aussi donner des clés d'entrée qui vont à un moment donné intéresser les élèves. Et je vais faire mon auto-promo, le sport c'est une super clé d'entrée puisque justement à partir de là vous allez pouvoir faire justement de l'histoire militaire, économique, politique, tout ce que vous voulez, plus particulièrement pendant la Première Guerre mondiale. Un point de vue qui est justement très peu compris des historiens de la Première Guerre mondiale et je m'en dois de vous le dire. L'historiographie française de la Première Guerre mondiale est très pauvre du sport. Ça commence. Mais c'est très pauvre comparé bien entendu aux anglo-saxons. Alors, bien entendu, il y a quelques endroits où on peut trouver du sport, mais finalement, globalement, qu'on soit sur un dictionnaire où il n'y a que quelques pages, sur le livre de Frédéric Rousseau qui va nous parler justement des autres aspects de la guerre, justement de l'aspect non pas militaire, et puis finalement sur un carnet de guerre, eh bien, on retrouve toujours du sport, mais il est un petit peu... sa place n'est pas représentative de ce qu'il a été. Par contre, à l'inverse, quand vous prenez des ouvrages américains, allemands, britanniques, eh bien là, on s'aperçoit qu'il y a une pratique qui est massive du sport pendant la Première Guerre mondiale. Une seule idée, si vous avez à retenir, il n'y a pas une guerre qui fait arrêter le sport. Au contraire, la France est beaucoup plus sportive pendant la Première Guerre mondiale qu'elle ne l'était en 1914 et qu'elle ne l'était pendant l'entre-deux-guerres et qu'elle ne l'était pendant peut-être justement les années 50. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sportifs pendant la Première Guerre mondiale puisque on a des alliés qui vont arriver sur le sol français et qui vont diffuser. Alors on a un certain nombre de travaux qui ont été diffusés, vous en connaissez sûrement un qui est un peu le best-seller chez nous d'un Michel Merkel. C'est pas un académique, c'est un enseignant de PS. Il a décidé de prendre son bâton de pèlerin et puis il a écrit un bouquin qui a des imperfections mais qui a le mérite justement de repositionner le sport et c'est finalement peut-être un peu grâce à lui qu'on parle aussi un peu plus de sport aujourd'hui. Donc c'est déjà beaucoup ce qu'il a fait. Bien entendu, moi je dois vous parler du sport des Américains pendant la Première Guerre mondiale. Mais le sport pendant la Première Guerre mondiale, c'est énormément de sujets. Donc je n'ai fait qu'une diapo pour vous expliquer à peu près le sujet. Alors le sport finalement, c'est situé dans les armées en général et dans l'armée française en particulier, entre le cafard et le pinard. En gros, c'est pour justement aérer l'esprit, oublier la guerre, le sang, la boue, tout ça, le temps d'un match. Ça veut donc dire que entre justement cette détresse alcoolique, entre justement cette vision d'horreur quotidienne qui provoque justement à un moment donné des troubles psychologiques, une vulnérabilité, on en parle actuellement, on travaille actuellement sur le concept de vulnérabilité physique et morale des soldats, eh bien le sport se positionne justement comme une réponse à la guerre. Enfin, deuxième point, le temps de fraternité franco-allié. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, prenons chez nous, on va prendre le Nord-Pas-de-Calais, on va prendre justement la Somme, eh bien l'arrivée de millions d'alliés, alors on va dire, je vais vous prendre Abbeville, j'ai fait une monographie sur Abbeville, eh bien on va dire qu'à un moment donné, sur une ville comme Abbeville, 20 000 habitants, le fait de devoir arriver 100 000 Anglais et de voir à un moment donné exploser le nombre de pratiques sportives et de clubs de football, eh bien à un moment donné, le sport permettra des temps de fraternité. Les Anglais organiseront des matchs de sport pour remercier les Français de leur bon accueil. Et à un moment donné, des fêtes de sport seront justement élaborées pour communiquer. Français, Anglais, on a des problèmes de communication, la règle du football est la même pour tout le monde. Et c'est justement le sport, les fêtes sportives vont permettre justement ces temps de fraternité. Bien entendu, un outil de préparation militaire, Training for Sport is Training for War pour les Américains, pour les Britanniques, mais pour les Français, pas du tout. On est fier d'avoir un modèle gymnique où on est statique et on lève le bras. Bien entendu, un corps statique n'a jamais préparé à une guerre de mouvement et on se rend bien compte très rapidement au début de la Première Guerre mondiale que finalement on a
former des hommes capables d'obéir, mais non pas de combattre. Puisque le combat de la Première Guerre mondiale, avec la modernisation des armes, et tutti quanti, vous connaissez ça mieux que moi, eh bien, va provoquer une expérience de guerre du soldat qui sera bien différente. Il faudra développer des qualités de vitesse, d'endurance, de tactique, d'esprit de corps, et tutti quanti, ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, avec la gymnastique, on ne forme pas à la guerre moderne. Ça veut donc dire que le sport, lui, est un élément de cette guerre qui sera d'ailleurs repris dans l'entre-deux-guerres par Mussolini, par Hitler et dans les autres conflits, donc comme un outil de préparation militaire. Enfin, des distractions autour des tranchées ou dans les camps de prisonniers. Donc distractions autour des tranchées, je vous en ai déjà un peu parlé. Dans les camps de prisonniers, j'ai dans les archives, dans les camps de prisonniers, qu'on soit des camps de prisonniers allemands où il y a des Britanniques, des Américains, des Russes, des Français, ou que ce soit des Allemands en France, j'ai pas trouvé de camp de prisonniers qui ne pratiquent pas de sport. Ça veut donc dire que pour rompre l'ennui, pour justement à un moment donné faire autre chose, eh bien on fait du sport. Et il y a d'excellents bouquins. J'en ai un dernier dont j'ai oublié le nom, peut-être que vous pouvez m'aider, c'est un Sud-Africain qui a fait un super bouquin sur les camps de prisonniers pendant la Première Guerre mondiale, et il vous montre justement que la pratique sportive est quotidienne dans les camps de prisonniers. Bien entendu, pas dans tous les camps de prisonniers, mais ce bouquin est magnifique. Enfin, un moyen de rééducation dans les hôpitaux militaires, puisque finalement, contrairement à ce qu'on peut penser, les Jeux paralympiques et puis le sport justement des handicapés, le sport n'est pas né justement de, c'est pas récent du tout. Finalement, on est amputé, eh bien, on va justement pratiquer du sport pour se dire, tiens, mon corps n'est pas diminué, je peux aussi faire du sport, et donc ça va rétablir finalement un petit peu sa position d'homme diminuer au sein justement du terrain sportif. Sur à un moment donné, les personnes qui ont un besoin de rééducation du corps, on va rééduquer le corps avec quoi? Avec des centres de rééducation où on va pratiquer du sport. Alors un sport qui est bien entendu adapté, c'est du handisport, mais le handisport et les compétitions de handisport ont été largement développées pendant la Première Guerre mondiale. Donc un sport qui est très présent, et j'ai décidé de l'aborder au travers du cadre anthropologique de l'acculturation. C'est-à-dire que j'ai construit un cadre d'analyse pour essayer justement de montrer comment la Première Guerre mondiale est un creuset interculturel qui provoque une acculturation sportive de la France pendant la Grande Guerre. Alors, c'est-à-dire que, premièrement, ça ne veut pas dire que je ne prends pas en compte l'histoire militaire, mais moi, le combat qui a lieu avec tant de morts et tant de machins, c'est pas mon truc. Moi, je m'occupe des activités extra-militaires. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de conséquences. Ça veut dire que, bien entendu, je prends l'histoire militaire, mais d'autres le font mieux que moi, donc je m'occupe de l'histoire extra-militaire. Et sur le front ouest, je considère le front ouest comme un creuset interculturel, et on le verra au moment 18-19, donc au moment de la démobilisation, comme un moment sportif. Alors, pour acculturation, c'est Markowitz qui le définit en 1936, c'est donc l'ensemble des phénomènes qui résultent du contact direct et continu entre des groupes d'individus de cultures différentes avec des changements subséquents dans la culture de l'un ou des groupes présents. Donc, deux critères, direct et continu. Les Britanniques restent globalement une soixantaine de mois sur le territoire français, de 14 à 19, et les Américains vont rester aussi, si on compte justement la présence après, pendant la démobilisation et la reconstruction du pays jusqu'en 20, 21, 22, reste aussi une cinquantaine de mois. Donc on a vraiment un terreau d'acculturation. Alors des sources, beaucoup, depuis 10 ans, des archives militaires américaines, britanniques, françaises, des archives audio, photos, vidéos de l'Imperial War Museum ou de l'ECPAD, la presse de tranchée, des ouvrages d'époque, la presse, qu'elle soit locale, nationale, sportive, pas sportive. Finalement, j'ai commencé le sujet de thèse en me disant ça va être dur de trouver des sources, j'ai trop de sources, et je vous invite à faire de l'histoire du sport pendant la Première Guerre mondiale, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Le sport en 1914 en France. Alors déjà, on ne parle pas de sport, on parle de gymnastique. Et pas de cette gymnastique où on fait des rondades, des flips et des saltos, mais bien d'une gymnastique de posture où l'objectif est de dresser un corps. Donc on a un phénomène de masse installé essentiellement dans les villes et en plein essor dans le monde rural par rapport à la gymnastique, et une pratique de référence qui va s'installer dans les écoles de la République. Finalement, l'obligation de la gymnastique dans le système scolaire arrive avant les lois Ferry. Mais ça ne veut pas dire que ça a été appliqué. Derrière
dans l'armée, bien entendu, la gymnastique, et dans les sociétés civiles, puisque dès 1908, en fait, le ministère de la Guerre va encourager la pratique de la gymnastique et de ce qu'on appelle les pratiques conscriptives, la gym, le tir et la préparation militaire, en finançant, subventionnant des associations loi 1901, et justement en permettant à ceux qui sont dans ces sociétés d'obtenir un brevet qui leur permettra justement à un moment donné de choisir leurs armes au niveau du service militaire, et donc derrière aussi d'avoir une influence sur leur incorporation. Bien entendu, rapidement les gens essayent à un moment donné d'aller dans l'artillerie ou dans des... En tout cas, tout sauf dans l'infanterie. On peut dire que c'est à peu près 1 million de personnes, 40-41 millions de Français, il y a 1 million de personnes qui fait à peu près de la gymnastique avant la Première Guerre mondiale. Par contre, pour le sport, c'est qu'une minorité de la population, c'est essentiellement les classes aisées, mais on ne pourrait pas vraiment dire ça, en fait, c'est surtout les jeunes. Si on faisait une photo... Pour faire du sport avant 1914, en fait, on est plutôt on est un homme, on n'est pas plutôt, on est un homme. On est plutôt âgé de 18-25 ans. On habite dans des centres urbains et dans des zones industrielles. Il y a quelques traces dans le monde rural, mais c'est voilà, globalement, faut être urbain, classe sociale plutôt supérieure et puis après derrière avoir fait une école dans le système secondaire ou des études. Les sports, c'est vélocipédie, boxe, rugby. On ne parle pas de football, on en parle très peu. Il y a du football, hein, bien entendu, mais dans sa médiatisation, dans l'importance qu'il représente en France, ce n'est pas le football le plus important, c'est essentiellement la vélocipédie. Et on va aussi avoir justement l'importance de la boxe et du rugby. Encore 10 minutes. Donc là, je vais rentrer avec les Américains. L'acculturation sportive, elle commence avec les Tommies. Mais j'ai plus le temps de vous en parler. Les Anglais, ils sont partout. Un seul exemple, à Boulogne-sur-Mer, ils arrivent en 1915 à 30 équipes de football militaire qui vont influencer la pratique des Français. Et globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la conclusion, il y a une corrélation spatio-temporelle entre l'implantation des camps militaires alliés et le développement des sports. Et on va le voir justement avec les Américains. Que globalement, finalement, avant l'arrivée des Samis, ce qu'on peut dire, c'est que le fait qu'il y ait l'arrivée des Anglais et qu'il y ait des sportifs à l'intérieur des troupes françaises, eh bien, ça permettra de créer des conditions de possibilité d'une transformation de la culture. C'est-à-dire que les Américains, ils arrivent, c'est pas eux qui transforment, mais en tout cas, ils participent et leur action est amplifiée puisqu'il y a une action en amont de la part des Britanniques et des sportifs français. Alors cette acculturation, elle intervient dès l'arrivée des Américains, puisque dès l'arrivée des Américains, le sport c'est l'un des passe-temps favoris justement du soldat du Samise, et dans les villes de débarquement, on s'étonne d'une pratique, puisque le baseball, on n'en a pratiquement pas vu. Alors si, il y en a eu un tout petit peu pendant l'exposition universelle de 1900 qui a servi de Jeux Olympiques, on avait un tout petit peu après à d'autres endroits, mais le baseball c'est vraiment une particularité. Basketball, pareil, on en a entendu parler, on a vu, il y a déjà une structuration, mais ça reste très marginal. Alors vous voyez, finalement, cette acculturation, on la voit, c'est des Américains, puis le gamin, il vient pas des États-Unis, hein, on est bien d'accord, et on voit tout de suite cette importance que ça aura, ce contact avec les Américains pour la population locale. Qui fait l'acculturation, qui est sur le terrain? Les YMCA. Les YMCA vont véritablement apporter un réconfort aux soldats et vont s'implanter avant même que les Américains rentrent en guerre. Dès 14, elles ont une volonté justement de réconforter les soldats. Attention, c'est intéressé, ils sont dans une logique de prosélytisme, d'internationalisation de leur mouvement et ils vont s'implanter, mais ils ont une logique derrière, on va le revoir. Donc cette logique, c'est justement de diffuser le modèle du muscular Christian, du chrétien musclé. Finalement, c'est ce modèle d'homme viril, capable justement de mener à bien une mission à l'intérieur de la société, donc bien entendu celle de père, mais aussi celle de ne pas forcément être sous la contrainte d'une norme pour justement vivre en société. C'est justement l'idée du protestantisme très prégnant dans les sports américains à l'époque et notamment dans la YMCA, de pouvoir agir librement mais tout en respectant un code moral. Alors, il y aura tout d'abord un discours militaire en faveur de la pratique sportive et le général en chef, Pershing, dira très rapidement que le sport a un impact sur le moral et que
comme on arrive en 1917, la France avec les mutineries est dans un état désastreux au niveau du moral de ses soldats, eh bien Pershing ira parler à Pétain et lui dira il faut absolument qu'on rehausse le moral des Français puisque sinon on ne gagnera pas la guerre. Et donc il va missionner la YMCA pour s'occuper du réconfort des troupes, bien entendu au départ des troupes américaines, et puis après on va voir que ça aura un impact sur les troupes françaises. Mais derrière ça, il y a un discours religieux. Pour la YMCA, mouvement protestant, le sport est, dès le milieu du XIXe siècle, un instrument d'évangélisation. Donc ce modèle du musculaire christian, il va diffuser en France, par exemple au travers des directeurs des YMCA, qui sont des dignes représentants du chrétien musclé et qui vont justement faire pratiquer des sports dans des logiques pour justement apprendre aux gens à se gouverner soi-même. Et il sera utilisé bien entendu comme instrument de confort, d'intériorisation de la règle. Et d'ailleurs la littérature, et John Fuller le dit dans un ouvrage de 1990, pour lui le sport au sein de l'armée britannique et puis après dans l'armée américaine expliquerait justement le fait qu'il n'y ait pas eu une mutinerie. Alors je vois, c'est difficile, et bien en l'occurrence on a énormément d'ouvrages d'archives qui nous expliquent que finalement c'est le cuir qui a gagné la guerre. Je vous renvoie aux travaux de Tony Mason notamment. Le cuir des ballons de football aurait permis justement de créé par la relation officier-soldat, par les temps de réconfort, par justement la création le développement de l'esprit d'équipe, par justement cette relation entre les différentes classes sociales, de cadrer, canaliser justement les tensions. Et le sport sera utilisé en ce sens à partir de 1917. Alors, bien entendu, dans un premier temps, c'est le sport des Américains qui se développe avec des directeurs qui arrivent directement des États-Unis. Les YMCA vont organiser eux-mêmes la pratique, et ce qu'on peut dire, c'est que la pratique est massive puisque un soldat sur deux pratique. À peu près 1 million de soldats américains pratiquent du sport en 1918 par mois. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre 1918, Thierry Terret dans ses travaux nous dit qu'un Américain sur deux pratique, et il s'appuie sur les archives de la YMCA. On peut donc dire que l'armée américaine est une armée d'athlètes. Et donc cette armée d'athlètes qui arrive, eh bien, elle va avoir, on va dire, plutôt une acculturation passive sur les Français. Alors, des exemples, et j'ai appris quelque chose, le coup du casque Adrian sur les Afro-Américains. Monsieur, c'est super parce que là j'ai un Afro-Américain avec un casque Adrian, et j'en ai d'autres. Voilà, là j'en ai, là aussi pareil. Et je ne le savais pas. Alors vous voyez, en fait, là vous ne l'avez pas, mais je vais vous le montrer en vidéo si j'ai le temps. En fait là les Français pratiquent pas, ils regardent. Donc là on est dans cette acculturation passive. Alors, comment on va passer sur cette acculturation active? Eh bien, les foyers du soldat vont véritablement être une entreprise mais colossale, et on y vient. Les foyers du soldat, c'est l'initiative d'un Français. Ce n'est pas l'initiative d'un Américain, mais d'un Français qui lui-même fait partie de l'Alliance universelle de la YMCA, d'un Français qui a des connexions très fortes avec la culture américaine, et qui ira à Springfield dans les années 1890 et qui découvrira justement un sport sans contact où on jette une balle sur un arceau avec son fondateur Naismith. Et donc c'est le basketball. Et donc il va ramener déjà le basketball. Avant la Première Guerre mondiale, il a déjà cette conscience de développer le sport. Et pour lui, très très tôt, il se dit mais un peu comme si c'était à un moment donné une pompe à essence pour du moral. C'est vraiment ces mots. Ces mots, c'est il veut créer un endroit où on aurait une espèce de ravitaillement en morale pour aller bien pour les soldats. Alors, sauf que il donne l'idée en 1914 pour les autorités militaires françaises. Penser au bien-être des soldats pendant la Première Guerre mondiale avec du sport, c'est impensable. Ça veut donc dire que ça va être difficile, mais il a des appuis. Et il va faire ça sur un endroit du front qui est plutôt facile en termes de combat. Donc on lui laisse mener à bien son expérience dans les Vosges. Et donc il va faire le premier foyer du soldat. Bien entendu, on s'aperçoit que le conflit s'installe, que justement à un moment donné on a besoin de travailler justement sur le bien-être des soldats. Le mot bien-être n'est pas un mot du 21e siècle pour vous dire que vous avez trop de stress et allez mieux. Hein. Ça existe déjà dans les archives pendant la Première Guerre mondiale. Et le bien-être, donc on s'en occupe. Et eh bien l'état-major français va se dire tiens, dans le cadre du bien-être des soldats, il faut qu'on fasse quelque chose, et ces foyers du soldat, c'est pas mal, on va les développer un peu. On va avoir une quinzaine, une vingtaine. Mais c'est en septembre 17
quand Pétain, justement, est dans des mesures de, on pourrait dire, d'amélioration du quotidien des soldats, eh bien, il va décider, bien entendu, après l'arrivée des Américains, en rencontrant Pershing, de l'implantation des foyers sur le territoire français. Et bien entendu, il faut convaincre aussi le ministre de tutelle, le ministre de la guerre, Paul Painlevé. Et Paul Painlevé, justement, avec Pétain, eh bien, va donner à Sauter la possibilité de développer très massivement son entreprise. Et ils vont voter, en septembre 17, 1300 foyers, partout en France, derrière la ligne de front. 1300 foyers, c'est énorme. Ça veut dire qu'au final, on en aura 1534 en novembre 18. Ça veut dire que globalement, entre septembre 17 et novembre 18, ça fait 2,5 foyers par jour. C'est énorme. Et qu'est-ce que c'est qu'un foyer? Eh bien, c'est ça un foyer. Un foyer du soldat, c'est ça, c'est deux tentes. Il y a une tente qui nous sert justement plutôt de cantine. On va écrire aussi, on va pouvoir à un moment donné avoir la possibilité d'avoir des ouvrages, on va se divertir. Les Américains vont y ramener des phonographes, du cinéma, enfin c'est la modernité. Et derrière, on a une tente avec du matériel aussi, puis pour le logement du directeur, et puis on va voir que on va s'adapter. Alors vous allez me dire, oui mais les Américains ils font pas de cricket, et puis à un moment donné, nous on va pas se positionner, c'est pourquoi à un moment donné il y a du badminton? Parce qu'en fait les YMCA elles s'adaptent à la pratique des personnes où on se met en place. Si avec des Américains, on fait que du baseball, et puis derrière on va peut-être avoir à un moment donné, il y avait voilà, basket, volley. S'il y a des Français, on fait plutôt du foot, et puis si à un moment donné il y a des Anglais, on va peut-être plutôt faire du cricket, du tennis, du badminton. Donc ça veut dire que finalement, ça c'est le plan de la YMCA entre Hérondelle et Pont-Rémy, c'est dans la vallée de la Somme, à côté d'Abbeville. Donc en plus, ça participe à la ruralisation du sport, parce que pour les agriculteurs, pour les personnes qui sont sur place à cette époque-là, en vivant avec les Anglais, bon, ils ont déjà un peu une notion de ce que c'est que du sport, mais donner un terrain pour construire quelque chose où on fait du sport, c'est vraiment compliqué. Donc dans les archives militaires des archives départementales de la Somme, j'ai trouvé par exemple une lettre d'un agriculteur qui dit non mais moi je ne donnerai pas mon terrain pour faire un terrain de sport, c'est pas possible, il faut nourrir la population. Et donc vous voyez, il y a toute une force de conviction à avoir. 2 minutes, oh là là. C'est la triste réalité. Vous voulez des vidéos, c'est mieux, enfin, franchement à un moment donné, avec les élèves, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, je donne qu'une seule idée finalement. Alors, je vais vous les montrer après les vidéos. Oui, alors par exemple, après, en plus, pourquoi on fait ça? Parce que ça permet de lancer de 10 mètres plus loin la grenade. Parce que nous, on lance en bras roulé, puis on va apprendre le bras cassé avec le baseball, tout ça. Enfin bref. Et il y a une chose la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est les YMCA. Et la deuxième chose qui va vraiment être important au niveau de l'acculturation, c'est les Jeux interalliés. Qu'est-ce que c'est que les Jeux interalliés? Eh bien, c'est des Jeux olympiques militaires. Pas forcément, on n'emploie pas olympique, on les emploie olympiques parce que ça ressemble à des Jeux olympiques, mais c'est pas olympique puisque c'est pas le CIO qui organise, c'est la YMCA, les autorités militaires américaines, sur l'idée d'Edward Stanley Brown. Alors, pareil, moniteur de sport de la YMCA, formé dans les universités américaines et déjà présent sur les conflits, notamment un conflit en Asie. Et en 1915, Edward Brown organise les Jeux d'Extrême-Orient en Chine. Et donc c'est des jeux militaires, des jeux sportifs militaires, où on essaie justement de faire collaborer ensemble les populations locales. Et donc l'idée fait un peu son chemin, et en octobre 18, il va voir les autorités militaires américaines, il dit non mais là il faudrait vraiment essayer de remettre ça en place, ça peut fonctionner. On a toutes les nations du monde qui sont à l'arrière du front ouest, et on a tout pour faire justement une super compétition internationale pour justement rapprocher les peuples et pouvoir travailler justement sur une compétition qui dépasse justement les aspects sportifs. Et le problème, c'est qu'il faut obtenir l'accord des Français. Et donc les autorités militaires américaines, on vous l'a dit un peu tout à l'heure, ce matin, entre Pershing et Clemenceau, ça se passe pas super. Et donc, à un moment donné, il faut quand même que Clemenceau y signe. Donc comment on fait? On va prendre contact avec, je ne l'ai pas marqué là, on va prendre contact avec le Comité national d'éducation physique et d'hygiène sociale qui a été créé en 1918. Et à un moment donné, on va mettre Edward Brown, il va rencontrer une personne qui est en gros un espèce de secrétaire d'État au sport, on dirait maintenant. Et à partir de là, on va réussir à toucher Pétain, et Pétain va en parler à Clemenceau. Et les Américains arrivent avec des arguments. Un,
Bon, vous mettez pas un rond. Financement des Jeux interalliés par la YMCA. 2. Amélioration de la relation entre les peuples de l'ensemble des nations présentes en France. C'est énorme. Le nombre de nations... je pourrais même pas dire combien de nationalités il y a en France à la fin des combats. Une influence positive sur le moral des soldats encore mobilisés. Puisque on y arrive, c'est la fin des combats. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il n'y a plus de combat? Eh bien justement, c'est dangereux. Puisque l'activité... en fait, on remplace le battlefield par le sportsfield. Et ça veut donc dire qu'à partir de là, il faut trouver quelque chose un peu en amont. Donc là, ça les intéresse. Et derrière, on va contribuer à la régénéresccence de la race française, sur les mots d'époque. Et à partir de là, on va essayer de montrer qu'il y a un impact sur la société française. En plus, vous êtes un peu pauvre en matière d'équipement sportif, on vous construit un stade et on vous le donne. Bien entendu, Pétain et Clémenceau donnent leur accord assez rapidement, mais ça n'est que le 7 janvier 1919. Il faudra attendre justement 6-8 mois pour voir l'organisation. Alors, je vais terminer là-dessus. Je voudrais quand même vous montrer les petites vidéos et conclure finalement sur le fait que j'ai tenté de discuter avec vous, c'est que la Grande Guerre est responsable d'une acculturation sportive de la population française, que finalement la Première Guerre mondiale est une conjoncture sportive inédite, où des millions de passeurs culturels ont procédé à l'éducation sportive des Français, et que finalement la Première Guerre mondiale ouvre la dimension sportive de la France du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on a ce glissement dans notre culture sportive d'une culture gymnique à une culture sportive, et que finalement il y a un héritage. On laisse en héritage, puisque ces foyers du soldat qui se sont constitués, derrière, c'est comme justement le comité américain pour les régions dévastées, il va continuer. Et puis ce foyer va se transformer en club, il va être repris par un président avec une loi d'association 1901. Ce stade de foot des Hirondelles, il va rester, on ne va pas le détruire. Et donc il y aura un club de foot à Hirondelles après, dans une zone rurale où il n'y avait pas de sport avant la Première Guerre mondiale. Et ainsi de suite. Et donc ça veut donc dire que la Première Guerre mondiale laisse un vrai héritage sportif. Et donc pour terminer, quelques vidéos qui sont issues justement d'un documentaire qui a été diffusé, bien entendu, un petit peu dans l'anonymat sur France Télévisions, à minuit et quelque chose, le 26 janvier 2014, vous voyez bien. En fait, à la base, il devait être diffusé le 13 juillet 2014, mais François Hollande a gardé trop longtemps le micro pendant le Tour de France, et donc il n'y avait plus le temps de diffuser le reportage pendant un peu la page historique du Tour de France. Alors, l'arrivée des Américains, et puis à un moment donné, ce qu'on peut noter, et ce qui va rapidement interpeller un peu les Français et les Françaises, c'est que les Américains ils sont grands, ils sont bien rasés, ils sont costauds. C'est un autre modèle de masculinité. En fait, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais en fait, globalement, l'homme américain qui arrive, c'est plus le même que l'homme français. Et donc derrière, nous, on pensait que la masculinité, ça respectait certains codes, et qu'en se mettant un revolver et puis justement un uniforme, on était un homme. Mais en fait, on va se rendre compte que finalement, on n'est pas vraiment un homme parce qu'on ne sait pas vraiment combattre. Et puis il y a d'autres hommes qui vont être à côté de nos femmes pendant qu'on fait la guerre. Et puis quand on va revenir, finalement, il y aura d'autres modèles de masculinité. Donc finalement, il y a une remise en cause de la masculinité du fait de la présence des Américains. Ils sont très pragmatiques. Dans la tranchée, il faut courir baissé. On apprend à courir un mec baissé. Il faudra ramper. Il faudra porter son camarade qui sera blessé. Voilà, on ne fait pas de la gymnastique statique. À un moment donné, on est pragmatique, il faut créer de la cohésion d'équipe. Et donc, toutes ces images qui sont sur le territoire français pendant la Première Guerre mondiale, qui sont disponibles, donc c'est l'archive de la Défense, puisque vous le savez, il y a un service cinématographique de l'armée de terre pendant la Première Guerre mondiale, et bien tout ça, ça a été compilé. Ça, c'est une YMCA, c'est une baraque, c'est la fameuse baraque. On va voir à ce baraque, la baraque à frites et tout ça, ça vient de là, c'est la baraque. La baraque de la YMCA qui est là, et puis dans la baraque, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des clubs, à un moment donné un phonographe, on va regarder du cinéma, et puis c'est véritablement cet idéal de vie qui va complètement bouleverser les populations locales françaises. Alors ça, bien entendu, le problème des Américains, c'est qu'ils font trop de sport, justement, on n'arrive pas trop à cadrer, et à un moment donné, la guerre, c'est quand même sérieux, et donc ils vont reprendre un petit peu quand même de gymnastique, un peu comme nous, pour faire sérieux. Mais finalement, très rapidement, ils vont se dire, non mais c'est pas trop pour nous, on le fait, mais nous, on préfère faire du basket, on préfère faire du baseball, on préfère faire d'autres sports, et ils vont même pratiquer du football. D'ailleurs, l'équipe américaine qui joue aux Jeux Olympiques de 1924 ou aux Jeux Olympiques d'Anvers au football, c'est des Américains qui ont pris le foot pendant la Première Guerre mondiale. On fait du baseball, on voit là ici, il y a des Français, il y a des Américains, qu'est-ce que c'est? Les troupes coloniales là, avec les casques.
C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi il y avait des casques comme ça, mais maintenant je comprends mieux. Et donc derrière, eh ben, j'en ai encore c'est encore pour une minute de film. Je vais passer ça, je vais vous mettre à 47 minutes, je vais vous mettre les jeux interalliés. Et tout ça, vous l'avez, c'est vous tapez sur France Télévisions le sport à l'épreuve du feu. Et vous pouvez le réutiliser en classe, c'est tout gratuit, c'est l'argent public. Et donc voilà, c'est comme des Jeux Olympiques. Il y a 90 000 personnes dans un stade Pershing construit en 6 mois pour la France. 90 000 personnes, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, au Parc des Princes, on met 25 000 personnes. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, le seul moment où on est à 60 000 personnes, c'est pendant un match France-Nouvelle-Zélande. Enfin, Zélandais contre Poilu, c'est pas tout à fait ça. Et voilà, les images. On verra Pershing qui va remettre les médailles. Bien entendu, c'est un succès. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que ça y est, les Américains sont devenus la première puissance du monde. Ils peuvent tout organiser. Et en plus, à partir de là, le sport deviendra justement un outil de géopolitique internationale, justement à partir de ce moment-là. Vous regarderez, hein, c'était haut, puis il n'y avait pas de tapis. Voilà, merci de votre attention. Merci Arnaud. Donc évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet exposé vivant et très développé sur le sport et la Première Guerre mondiale. Je voudrais revenir peut-être moi très rapidement sur deux ou trois points. Il faudrait quand même, peut-être à la suite de cet exposé, non plus idéaliser l'armée américaine en 1917 quand elle débarque en France, parce que c'est pas une armée encore professionnelle, c'est une armée qui va être équipée par la France, en particulier au niveau des armements, au niveau de l'uniforme, etc. Et puis au niveau du combat, ils vont connaître un taux de mortalité qui est très élevé dans les premiers engagements parce qu'ils ne sont pas forcément bien formés au combat. L'autre remarque, elle est liée évidemment au temps social du sport dans la Première Guerre mondiale. On voit bien que la Première Guerre mondiale a été un temps en fait où il y a, comme tu l'as souligné, une acculturation et surtout que le sport devient un loisir de masse. Et là, je reviendrai sur deux références ou en complément références bibliographiques. Un travail donc, qui a été mené par Thierry Hardier et Jean-François Jagielski, Sortir de l'Apocalypse sur les loisirs des combattants, qui a été publié chez Imago. Il y a une forte partie sur le sport pratiqué par les combattants et la camaraderie au front, puisque en ayant étudié les liens de solidarité et de sociabilité au front, évidemment, je me suis confronté au sport. Et le sport est intéressant parce que, justement, il montre bien comment le temps de l'expérience combattante n'a pas été, et ça je voudrais insister là-dessus, qu'un temps de violence et de violence interpersonnelle. On a depuis plusieurs années, l'historiographie française autour de la Première Guerre mondiale insiste sur l'expérience de la violence de guerre, sur la haine de l'ennemi, sur le consentement des populations, etc., etc., des combattants en particulier. Il faut se dire que l'expérience sociale de la guerre par les soldats a été aussi une expérience des loisirs, une expérience du lien social, une expérience de la photographie de groupe pendant qu'on faisait la fête, et pas uniquement une expérience marquée par le deuil, la violence et la violence de guerre dans les tranchées. Et sur la question, mais alors là, on irait très loin, sur la question du sport et du mutinerie, notamment, est-ce que le sport aurait permis d'atténuer ou d'éviter les mutineries de 1917? Je pense que c'est une question extrêmement complexe, et le sport peut être un facteur, mais bon, ça, on en rediscutera sans doute plus tard. Alors peut-être quelques... Non, je vais quand même réagir. Alors, donc une réaction et quelques questions rapides. Alors bien entendu, vous l'avez bien compris, c'était de la vulgarisation, et moi mon intérêt c'était que pour une fois vous sortiez de là en se disant tiens, il y avait du sport pendant la Première Guerre mondiale, et derrière il y a il se passe des choses, et après on va creuser. Les positions sont très complexes. J'ai dit tout de suite, je ne m'occupais pas de l'histoire militaire, puisque justement, comme on l'a dit, l'expérience de la tranchée est très différente. J'ai plein d'exemples à vous montrer de sports qui se situent justement entre la première et la deuxième ligne, des choses comme ça. Après, derrière, ce n'est pas une expérience de masse, puisque la masse, c'est à partir du moment où la population est touchée dans son ensemble. Et attention, on passe de quelques milliers à quelques centaines de milliers. Donc le sport n'est pas encore un loisir de masse, pas pendant la Première Guerre mondiale. Et dernier point, sur la camaraderie, bien entendu, et les mutineries, bien entendu, c'est à prendre avec des pincettes. L'objectif, c'est de vous amener l'idée qu'à un moment donné,
il y a d'autres choses que on donne un petit peu à manger, on change la paillasse et on donne des permissions pour régler le problème des mutineries, des problèmes de commandement et choses comme ça, puisque il faut crier bien fort qu'il y a peu de sport pour que les historiens en France nous entendent un tout petit peu. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé d'être un petit peu virulent sur ce point.